Bienvenue à ce webinaire sur le management de projet par la chaîne critique appliquée au secteur biomédical. En termes d'ordre du jour, nous allons, après une brève introduction, résumer très brièvement la particularité du secteur biomédical. Et donc après ça, on va décrire la planification par la chaîne critique, mais assez brièvement en fait, puis nous concentrer sur les études de cas spécifiques au secteur biomédical. Donc après la planification, on va parler de l'exécution des projets. Et ensuite, pour la plus grosse partie de ce webinaire, entrer dans le détail de certains cas, parce que je pense que c'est plus concret que des principes, des méthodologiques, etc. Donc on va surtout parler des cas de notre expérience personnelle. Et puis, vers la fin, on va parler des portefeuilles de projets biomédicaux. La raison, pour ceux qui découvrent un peu la chaîne critique, c'est une des particularités de la chaîne critique qui est qu'elle part de l'idée que si on arrive à bien planifier et exécuter un projet individuellement, en prenant en compte la disponibilité des ressources notamment, et bien si le projet peut terminer à l'heure rapidement, en fin de compte, gérer un portefeuille de projet, ça devient plutôt quelque chose de facile qu'un cauchemar comme le vivent beaucoup de personnes qui sont responsables de portefeuille. Donc, ne vous inquiétez pas, on va bien parler de portefeuille de projet dans le biomédical, mais on va commencer par expliquer comment on réussit la planification d'un projet individuel, parce que c'est ça la clé de voûte qui permet ensuite de faire en sorte qu'un portefeuille de projet sain est facile à gérer. J'ai découvert la théorie des contraintes très tôt, en 1986. Le livre Le But venait d'être écrit. J'ai rejoint Eliyahu Goldratt et ses équipes à cette époque-là. Donc, je suis dans le monde de la théorie des contraintes depuis de très nombreuses années. Et donc, je passe pour cette raison peut-être pour un expert. Nous mettons en œuvre la théorie des contraintes depuis plus de 30 ans. Donc, j'en suis à date d'hier à la 304e mise en œuvre dans le monde industriel. Je vais vous montrer les entreprises dans un instant. J'ai écrit un livre très ennuyeux qui n'est pas du tout une lecture obligatoire. On est même recommandé pour vous qui sont dans le monde des projets, puisque le sujet, c'était la mise en œuvre de la théorie des contraintes dans la production, dans les environnements répétitifs. Je suis anglais, mais je parle un peu français. Voilà, et nous sommes basés à Paris. Donc là, moi et la chaîne critique, ça fait longtemps que je suis dans cet environnement-là. Plus de 50 mises en œuvre totales ou un peu complètes de la chaîne critique dans différentes entreprises. Essentiellement, les 2/3 de nos projets sont dans le domaine du développement de nouveaux produits, mais c'est vrai que nous travaillons aussi sur d'autres types de projets, notamment des entretiens d'avion, le MRO d'avion, pour que ce soit du Air France ou du militaire avec l'armée de l'air, etc. Et on fait aussi de plus en plus d'ailleurs de déménagement et de réimplantation industrielle. Je déménage une ligne de production, je déménage une usine, etc. Ce genre de choses. Voilà. Mais l'essentiel, les 2/3 sont des cas de développement de nouveaux produits et dont on va notamment parler aujourd'hui dans le secteur biomédical. Donc l'entreprise Maris Consulting travaille dans le biomédical, on va en parler, mais dans les produits pharmaceutiques en général, les produits de luxe, les fusées, les voitures, les développements de logiciels, le oil and gas, l'IT, etc. Bref, on travaille dans plein de domaines différents. La théorie des contraintes, si vous ne connaissez pas, contient de nombreuses solutions ou éléments. Historiquement, le premier, c'était donc le but et la gestion de la production. Et un peu plus tard, donc le management de projet, la chaîne critique, ce dont on va parler. Et puis, il y a d'autres éléments que vous voyez là en bas à droite, du pilotage de la supply chain, des sujets de marketing et de vente, de prise de décision financière, de théorie des contraintes dans les services, etc. Et puis, un autre pavé qui est le logical thinking ou le thinking processes, qui était aussi une des passions du fondateur de tout ça, Eliyahu Goldratt. C'est pour ça que moi j'ai tendance à parler du goldratisme pour le tout, mais bon, c'est pas grave. Donc Maris Consulting est basé à Paris et on a une quinzaine maintenant de consultants. On fait pas mal de conférences comme celle-ci chaque année. On a une chaîne YouTube qui a plus de 400 vidéos, dont une centaine sur la chaîne critique, un demi-million de vues. Donc vous verrez, j'y ferai référence parce que si vous souhaitez approfondir vos connaissances au-delà de ce webinaire, vous avez beaucoup de sources d'informations. Nous ne sommes pas des spécialistes du secteur biomédical. Vous voyez là un petit échantillon de quelques-uns de nos clients de ces dernières années. Donc, comme vous voyez, il y a du pharmaceutique et du biomédical dedans, mais c'est pas particulièrement une spécialité.
C'est vrai qu'on en a fait pas mal ces dernières années à cause du Covid, bien entendu. Et donc, vous verrez plusieurs cas qui sont dans l'environnement particulièrement tendu du le ou la Covid. Donc, allons-y. Les particularités du secteur biomédical, je vais faire bref parce que normalement, vu que la plupart d'entre vous sont dedans, je ne vais pas vous ennuyer à vous le décrire. Vous le connaissez probablement mieux que moi. Mais il a de quoi de particulier. Bon, il y a des produits plus ou moins complexes dans ce secteur, n'est-ce pas? Nous, on va plutôt parler des produits moyennement ou très complexes, des équipements de diagnostic, mais aussi des prothèses et ce genre de choses. Ça va jusqu'aux masques chirurgicaux où on a plutôt de la production de masse, justement. Et ça, on en parlera peu dans ce webinaire, mais c'est vrai que ça, techniquement parlant, c'est dans ce secteur. Donc, on va parler des produits un peu compliqués quand même, plutôt qu'un simple masque. Il y a des courses à la vitesse, un peu comme tous les secteurs, hein, mais c'est le cas du monde du biomédical. Et bien entendu, ça a été très très fort la vitesse pendant la pandémie, puisque c'était une question de vie ou de mort, de développer des solutions. Et vous verrez que plusieurs de nos cas sont dans cet environnement-là. Alors, le secteur est très réglementé. C'est quelque chose que nous connaissons bien, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on travaille dans de nombreux secteurs différents. Et pour moi, c'est assez simple. Nous qui travaillons dans le nucléaire, le ferroviaire, l'aéronautique, la pharma, etc. C'est vrai que le médical, le pharma, la FDA, les équivalents européens et autres, sont parmi les plus exigeants du monde. Hein. Pour moi, on peut en discuter. Les deux qui sont vraiment les plus stricts et les plus exigeants sont les secteurs du médical, pharma et bio, et de l'aéronautique. Hein. C'est pour ça que les avions ne tombent pas du ciel, etc. Ces deux-là sont vraiment les vrais. Et après, il y a plein d'autres secteurs où finalement, on est beaucoup moins contraint par la réglementation. Et dans les deux domaines, hein, que ce soit aéronautique ou le biomédical, pharma, du fait de problèmes qu'il y a eu dans ces secteurs, les exigences ont tendance à croître au point ils sont presque invivables. Hein. Il y a un certain nombre de cas, que ce soit aéronautique ou en pharma, où les niveaux d'exigence sont remontés au point c'est franchement difficile de rester à jour de sa réglementation. Et on a des clients qui sont des acteurs historiques du secteur et qui ont du mal à adapter leur système aux nouvelles exigences, à la limite du raisonnable de la pharma. Voilà. Donc, il y a des différentes phases. Je ne vais pas vous ennuyer à les détailler. Vous les connaissez mieux que moi. Hein. Ça va bien sûr, avoir décidé de qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les besoins du client. On fait du design. On fait la partie vérification, la partie validation et l'industrialisation, transfert en production, etc. Ok. Et puis, on verra d'ailleurs dans les exemples, il y a plusieurs particularités à part la partie réglementaire, qui est que très souvent, produits sont lancés sur plusieurs marchés simultanément pour gagner du temps. Et notamment, en tout cas c'est le cas de presque tous nos clients dans ce domaine, on essaye de lancer simultanément ou aussi vite que possible sur le marché européen et sur le marché américain au moins, et voire d'autres pays. Donc à la fin, l'adaptation du développement produit aux exigences des différents marchés fait qu'il y a plusieurs points de sortie. Bref, on développe en fin de compte pas un médicament, mais plusieurs médicaments, un pour les États-Unis, un pour l'Europe, etc. De dispositifs biomédicaux pour différents pays. Voilà, donc parlons planification par la chaîne critique. La chaîne critique, là vous voyez sur la droite la fever chart, l'emblématique fever chart de la chaîne critique, si vous connaissez un peu. Je vais faire très simple et court dans cet webinaire et je vais vous indiquer les sources qui vous permettront de mieux comprendre, si vous ne connaissez pas du tout, le mécanisme, la logique de la chaîne critique, mais en 2 mots, donc version simpliste. Si on imagine qu'on a un développement d'un produit biomédical dans lequel on fait le design, la vérification et la validation, n'est-ce pas? Et donc les délais, non, là ils sont dans cet exemple en semaine, mais vous, ce serait probablement en mois. Hein, on développe un produit, on va voir les personnes qui s'occupent de la première phase, on leur demande combien de temps ça va prendre, ils vous donnent un délai, ils s'engagent à tenir leur délai à telle date, par exemple, je sais pas moi, 4 mois. Le suivant s'engage à faire sa partie en 16 mois, le troisième en 12 mois, ça vous donne une date. Et puis après, dans la vraie vie, la plupart des projets terminent en retard, n'est-ce pas? Nous travaillons dans plein de secteurs, y compris le biomédical, et
il n'est pas rare lors d'un diagnostic de démarrage de constater que 0%, aucun des produits a été lancé sur le marché à la date prévue initialement lors du développement du produit, n'est-ce pas? D'avoir de 0% de respect de délai, c'est des choses qu'on rencontre assez souvent, et en tout cas c'est rare que les entreprises dépassent 50% de respect de leurs engagements initiaux. La chaîne critique dit: vous avez en fin de compte tué votre projet par la manière même d'avoir abordé les choses comme je viens de le faire. Où il ne faut pas demander aux gens des engagements sur des dates des différentes phases, n'est-ce pas? Sinon, si vous faites ça, ils vont chacun prendre des précautions. Et donc, on va avoir un temps d'exécution qui est là en bleu, un temps de protection, de buffer pour respecter son engagement qui est là en blanc. Tout le monde va prendre un peu de précaution à droite et à gauche. Là, pour simplifier, je supposais que c'était moitié-moitié, mais ce n'est pas le cas, ça dépend des gens et des situations. Mais voilà, donc on a des précautions prises un peu partout, et pourtant on termine en retard. Ça, c'est parce que les précautions et les buffers s'évaporent ou sont gaspillés. Et donc les mauvaises nouvelles s'accumulent et on termine en retard quand même si on a beaucoup de sécurité partout. Pour gérer ça, l'approche de la chaîne critique dit: gardons juste le temps de travail et posons à ces gens pour le même projet la question suivante: pour faire ton travail, si tu n'as que ça à faire, donc on évacue tout le problème du multitâche et de la conflit avec des autres ressources, si tu as un kit d'informations complet, c'est-à-dire que les gens en amont t'ont bien donné tout ce qu'il te faut pour travailler, quel est le temps en moyenne que ça te prendra pour faire ta partie en moyenne? Ce n'est donc pas du tout un engagement, une fois sur deux, ils seront en retard. Et c'est ces temps dits focalisés qu'on prend, les bleus là. Ce qui fait qu'après, on planifie un projet avec ces temps focalisés, qui sont des temps absurdes et optimistes, n'est-ce pas? 2 mois, 8 mois, 6 mois. Et on rajoute un buffer, un tampon, qui est de l'ordre de 1/3 de la durée globale du projet, et ça donne la planification. Voilà. Ensuite, dans l'exécution, sur l'axe horizontal, nous avons le suivi de ces tâches de durée focalisée, et puisqu'on sait très bien qu'elles ne seront pas suivies, on a dans l'axe vertical la consommation du buffer, et c'est normal, on consomme le buffer, et donc la date qu'on promet à ses actionnaires ou à ses patrons, et je ne sais quoi, c'est tout à fait en haut à droite, puisque c'est normal de consommer son buffer, et c'est ainsi qu'on arrive à aller non seulement plus vite, mais de terminer tous ces projets à l'heure. Voilà. Donc, pour une autre vue du même sujet, nous avons une version un peu plus technique pour vous montrer que c'est un peu plus compliqué que ma version réductrice. On arrive normalement pour un projet donné à ce genre de graphique, diagramme de Gantt que vous avez sous les yeux, avec 2 types de tampons, pas un, 2 types de tampons. Le tampon projet dont je viens de vous parler, mais en fin de compte, il y a d'autres tampons qui sont des tampons dits auxiliaires, qui sont là pour faire en sorte que le non critique, ce qui est en bleu dans ce schéma, n'impacte pas la partie critique qui est en rouge. Donc, ainsi, la chaîne critique, qui est le cousin proche du chemin critique, ici en rouge, sur ce schéma, reste stable du début du projet à la fin, car pour ceux qui ont travaillé dans le monde traditionnel du chemin critique, le problème, c'est que le chemin critique a tendance à se déplacer d'un mois sur l'autre et de rendre plus difficile la gestion du projet. Voilà, je ne vous décrirai pas dans le détail les différentes tâches, les différentes étapes qu'on met en œuvre pour faire de la planification, mais voilà, on supprime les marges individuelles, on passe en durée focalisée, on nivelle les ressources, c'est-à-dire qu'on prend en compte la disponibilité des gens, ceci est très important. Donc là, vous voyez dans cet exemple que Pierre doit faire plusieurs choses, et ben on prend en compte le fait qu'on a un seul Pierre, on fait de la planification à capacité finie ou du nivellement de ressources, ce qui est aussi possible dans le monde du chemin critique, mais pas toujours fait, même rarement fait. Dans la chaîne critique, on fait ça pour éviter les conflits où une personne a 3 choses à faire ou 700% de charge, etc. Voilà. On démarre en juste temps, c'est-à-dire que si vous regardez cette partie bleue non critique, c'est ni un démarrage au plus tôt ni au plus tard. Ils sont placés de sorte à ce que, avec une précaution sur les aléas, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, ils ne remettent pas en cause justement la fameuse chaîne critique qui, elle, va déterminer le succès ou l'échec du projet. Et c'est un enchaînement de tâches où, mis bout à bout, donne la durée la plus longue, donc c'est bien un cousin proche du chemin critique si vous connaissez, mais en plus, on prend en compte le fait que il peut y avoir des conflits de ressources, c'est-à-dire que Pierre doit faire plusieurs choses à la fois, et donc on fait de la capacité finie. Voilà. Excusez-moi, je sais très très court pour quelque chose de compliqué comme ça, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite à regarder une série de 4 vidéos de 20 minutes chacune, qui vous donne donc en 80 minutes
La même chose que je viens de vous résumer en 5 minutes, et je conçois que si vous venez de découvrir la chose, vous êtes plutôt perplexe sur comment c'est possible. Mais voilà, allez-y, si vous êtes là, c'est que vous pouvez être intéressé. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Ça permet d'aller plus vite, d'avoir une bonne visibilité, d'en faire plus par an, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses sympathiques si on fait du management de projet par la chaîne critique. Okay. Une fois qu'on a planifié comme ça, il y a aussi des particularités dans l'exécution. Et c'est justement la fameuse chaîne critique qu'on va soigner parce que c'est elle qui détermine la durée globale du projet, n'est-ce pas? Parce qu'on a fait en sorte, en fin de compte, que tout le non critique, le bleu ici, demeure non critique à travers le projet en mettant des fameux buffers là, de tampons, ou en anglais, c'est peut-être plus parlant, on les appelle des feeding buffers, c'est-à-dire que cette partie non critique va alimenter la partie critique en rouge. Okay, donc il y a un feeding buffer ici pour éviter que le non critique devienne critique. En faisant ça, c'est bien plus stable. Il est rare, je répète, il est rare qu'une chaîne critique se déplace lors d'une exécution de projet pour vraiment qu'il y ait quelque chose de très bouleversant qui ait eu lieu. Donc, on sait qu'est-ce qui va se passer et on sait où ça va être critique. Et donc, une fois qu'on sait ça, on essaye de mettre en œuvre le principe de la course de relais, n'est-ce pas? D'où cette analogie, et que donc cette séquence de tâches, on ne perd pas un instant, une journée, une semaine sur cette séquence de tâches, parce que c'est elle qui va déterminer le succès ou l'échec du projet. Quand c'est un seul projet, on utilise des mascottes, souvent un gros objet remarquable qui va suivre la séquence des tâches, être sur le bureau des gens, par exemple, un gros cochon rose ou ce genre de choses, qui veut dire attention, cette personne est en train de travailler sur la chaîne critique, ne les dérangez pas, c'est eux qui vont déterminer l'échec ou le succès du développement du produit numéro 22, etc. Voilà. Quand on a beaucoup de projets en cours simultanément dans une organisation, ça deviendra un peu compliqué d'avoir des mascottes comme celle-là pour chacun des projets. L'autre chose qu'on peut faire, ça arrive à peu près au même résultat, c'est d'avoir des salles qui sont réservées aux gens qui travaillent sur la chaîne critique. Celles-ci sont protégées pour éviter des perturbations. Les gens qui sont dedans sont dispensés des réunions à faible valeur ajoutée, etc. pour que quand quelqu'un est sur la chaîne critique, ils peuvent aller travailler très vite, puisque c'est eux qui sont contraintes, puisqu'on est en train de parler de la théorie contrainte du système, avec cette idée qu'en réalité, en faisant aller vite, courir, si vous voulez, 1% des ressources, c'est toute l'entreprise qui va plus vite. C'est ces particularités de la théorie contrainte. Voilà, donc je l'ai un peu évoqué, voilà à quoi ressemble pour un projet tout seul, un mono-projet, à quoi pourrait ressembler l'exécution. Je répète, sur l'axe horizontal, on a le projet de son début à sa fin, d'accord? Donc la mise sur le marché est sur la droite, là. Les durées sont focalisées, donc irréalistes, optimistes, sur l'axe horizontal, et de ce fait, on a un gros buffer, je répète, à peu près un tiers du temps. Donc si j'ai un développement produit qui est prévu en 3 ans, j'ai 2 ans de planification de tâches optimistes, et j'ai 1 an de buffer dans un cas comme celui-là, n'est-ce pas? Et il est tout à fait normal de consommer son buffer. Et le mode de management est très simple, d'où les 3 couleurs qui sont un peu empiriques. Mais si je suis dans le vert, je suis dans le bruit, tout va bien, j'ai des aléas, mais pas plus que prévu. À l'inverse, si je suis dans le rouge, c'est que j'ai plus de problèmes que ce que j'ai pu imaginer. Et si ça continue comme ça, je vais terminer en retard. Donc là, le point dit S4 qui est dans le rouge, si je continue comme ça, en fait, je vais terminer ici en haut, c'est-à-dire au-delà du délai que j'ai promis. Le délai que j'ai promis, je l'ai dit tout à l'heure, à mon patron ou à mes actionnaires, c'est le coin supérieur droit de ce graphique, c'est-à-dire en consommant tout son buffer. Okay, et on vise en fin de compte de terminer dans le haut du vert ou dans le orange, c'est-à-dire on vise une fin d'un projet un peu avant la date promise. N'est-ce pas comme ça que vous évitez de ne pas rater des avions, n'est-ce pas? Vous prévoyez de perdre du temps devant la porte d'embarquement. Faites pareil avec vos projets. Essayez de les terminer avec un petit peu d'avance. Ça évitera la panique, le stress et le mal de vivre qu'on rencontre quand le projet est en retard ou prévu pour demain matin et tout le monde stresse dans tous les sens. Voilà. Donc, les études de cas, quelques-uns. Celui-ci, oui, dans le monde du Covid, c'est en fin de compte un peu par hasard. Nous travaillions avant avec une entreprise qui développait des dispositifs de diagnostic pour des maladies respiratoires, mais on est avant Covid.
Et donc, ils ont utilisé la chaîne critique pour faire du développement de diagnostics complexes pour les hôpitaux, etc., de maladies respiratoires et d'autres types de maladies. Mais bien sûr, lors de la pandémie, il fallait adapter le produit pour intégrer les tests pour la Covid et puis bien sûr les variantes de Covid, etc. Et tout ça était à très très forte pression, vous imaginez. Tout pour hier, s'il vous plaît, dans le monde du télétravail et des incertitudes des supply chains, etc., qu'il y avait en plein milieu du Covid. Donc, c'était à faire tout de suite. La chaîne critique a été utilisée. Vous voyez à quel point ça peut être spectaculaire dans le vrai monde, les consommations de buffer. Ça peut être beaucoup plus montagne russe que ce que j'ai présenté dans mon exemple pédagogique cas d'école que vous avez là. Et on l'a utilisé parce que dans un monde pareil, tout le monde voulait les nouveaux équipements de test Covid pour hier, n'est-ce pas? Donc il y avait une telle pression managériale sur les dates de fin qu'on rêvait un peu sur les dates de fin, elles n'étaient plus du tout réalistes, ce qui énervait encore plus les gens parce que les patrons s'attendaient à ce que le produit soit sorti parce qu'ils rêvaient, les dates n'étant pas réalistes. Et ça devenait de plus en plus tendu parce que les choses allaient très vite, les enjeux étaient énormes. La chaîne critique a permis de gérer tout ça, elle allait très vite. Okay. Comment est-ce que ça a été fait? Il fallait limiter le niveau d'encours pour accélérer les projets existants, surtout au fur et à mesure que la pandémie était moins critique pour le développement des produits. Ils ont recommencé à développer les autres produits de maladies gastriques et autres. Donc, il fallait choisir dans le portefeuille, vous verrez tout à l'heure comment on fait, pour qu'il n'y ait pas trop de projets par rapport aux ressources disponibles. Dans certains cas, on peut modéliser précisément ce qui va se passer et si on veut accélérer, on peut accroître le nombre de ressources qui vont travailler en parallèle sur une tâche pour aller plus vite. Et il y a la partie chaîne critique, mais on n'est pas du tout dans une optique où la chaîne critique est la réponse. Quelle est votre question? Il y a plein d'autres techniques de management de projet que nous, on utilise. On essaye de mettre en place des solutions assez plurielles ou des cocktails de solutions. Donc, des tableaux Kanban, des checklists de full kit, etc. Vous avez un exemple ici en bas à droite où un tableau Kanban en pleine pandémie, donc avec des gens à distance partout dans le monde, qui permettait de faire un checklist comment avancer les différentes tâches dans un développement produit. Voici un exemple de planning que nous avons eu à faire et ensuite à exécuter. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a les étapes réglementaires, donc ça c'est imposé, il n'y a pas d'innovation de ce côté-là. Nous préconisons, quand c'est des produits aussi sophistiqués que ceux-ci, d'avoir des plannings à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un genre de macro-planning qui est fait et en dessous de celui-ci, il y a des plannings qui sont faits pour les différentes grandes phases, pour éviter d'avoir une usine à gaz avec une granularité ingérable. Et assez souvent, je l'ai évoqué en préambule, on a plusieurs points de sortie. Ici, c'est un produit qui devait aller sur le marché américain. Donc, il y a la branche et point de sortie FDA et il y a une autre branche et point de sortie pour la communauté européenne. C'est le même produit au début, mais vers la fin, on doit terminer en parallèle de différents développements avant les mises sur le marché des 2 différents marchés. Et parfois, on en fait, il n'y a pas que 2 marchés, il y en a plusieurs. Donc, bien sûr, là, on a utilisé la Fever Chart pour piloter tout ça. Il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, des mélanges de tableaux Kanban pour certains points de suivi, je ne sais pas moi, de la documentation, par exemple, où il y avait de très nombreux documents à réunir pour terminer la phase. Ça, c'était pas géré en chaîne critique. On en avait juste un tableau Kanban pour s'assurer que ça avançait vite. Et voilà. Changement de société et de périmètre. Ici, c'est le leader mondial de prothèses vasculaires, une ETI qui voulait utiliser la chaîne critique pas seulement pour ses développements produits, ses adaptations aux nouvelles contraintes réglementaires, mais des grosses modifications de leur process pour améliorer leur productivité, des déménagements de lignes de production d'un bâtiment à un autre, des évolutions de processus avec de nouvelles matières, etc. Mais aussi, comme peut-être certains d'entre vous, un gros projet de logiciel ERP, n'est-ce pas, qui commence avec un S et qui termine avec un P, et qui était donc assez complexe et lourd et chronophage, etc. Bref, ils l'ont utilisé pas seulement pour les développements produits, mais pour tous les gros projets d'amélioration de l'entreprise. Et ça nous arrive en fin de compte assez souvent. On prend le cas biomédical, mais il y a de nombreux
de nos clients qui utilisent la chaîne critique, ils commencent peut-être à l'utiliser pour du développement produit, et après ils se disent, bah tiens, bah, nos autres projets dans notre entreprise, nos projets annuels là avec notre roadmap, bah, dès que c'est un peu compliqué, on va utiliser la chaîne critique pour le faire. Donc c'est ce qu'ils ont fait là. On n'a pas que le développement produit, on a tous les gros projets de la société. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont décidé de revisiter la liste des projets qu'ils prévoyaient dans chaque année, parce qu'ils se sont vite rendus compte qu'ils en avaient beaucoup trop, et qu'une des raisons pour lesquelles rien n'avançait, c'est qu'ils faisaient du multitâche entre gros projets stratégiques. Et donc, on a revisité la liste des ambitions qu'ils avaient d'une année sur l'autre en réduisant le nombre de projets simultanés. On a pu focaliser les gens et aller plus vite avec quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui plaît beaucoup, qui s'appelle Stop Starting and Start Finishing. Arrêtez de démarrer des nouvelles choses, finissez déjà ce que vous avez en cours. Ça peut paraître très simple et simpliste, mais ça a beaucoup de succès avec nos clients. Et puis après, bon, planification de tout ce qui a été retenu avec la chaîne critique, avec des mises à jour pour ce cas-là hebdomadaires des projets. Et puis, on va suivre le Pareto des consommations de tampons, c'est-à-dire que, je vous rappelle, on a décidé de faire quelque chose avec des durées optimistes. Je vous ai donné une durée optimiste de 2 semaines pour faire ça. Si je prends plus de temps que la durée optimiste, je dis pourquoi. Et c'est facile à faire, c'est pas culpabilisant, parce que de toute façon, une fois sur deux, on va aller plus lentement que la durée optimiste. Et donc, les gens hésitent moins à dire ce qui leur est arrivé et pourquoi c'est en retard. Vous allez voir pourquoi ça c'est si puissant. On regarde ici les analyses Pareto de la consommation des tampons, d'accord? Donc là, on a fait une mise en œuvre, on venait de démarrer la mise en œuvre. Après 4 mois d'analyse, on regarde qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a consommé le tampon. C'est normal de consommer le tampon, il est là pour ça, mais pourquoi? Et ceci est un grand classique au début. Contrairement à ce que vous pouvez croire sur qu'est-ce qui met vos projets en retard, presque toujours de notre expérience, la première cause de retard, c'est qu'on n'avait pas un planning exhaustif avec toutes les tâches, un work breakdown structure qui comprenait toutes les tâches, et donc on a dû faire quelque chose qui n'était même pas prévu, et en faisant quelque chose qui n'était même pas prévu, on a pris du retard, bien entendu. Okay. Attention, presque toutes nos mises en œuvre de chaîne critique, dans un premier temps, on a ça, ce qui permet d'argumenter sur le fait qu'il faut développer des templates ou des plannings plus rigoureux, plus exhaustifs, etc., et développer des standards, etc. Ça a beaucoup de succès, ça fait déjà un grand pas en avant, en plus d'utiliser la logique de la chaîne critique. Donc un peu plus tard, une petite année plus tard, après avoir résolu ces problèmes de tâches non prévues, on regarde à nouveau qu'est-ce qui met les projets en retard, ou plutôt qu'est-ce qui fait que les projets ne vont pas plus vite, ils sont pas en retard. Et ben dans ce cas-là, on a trouvé que c'était une ressource qui était surchargée. Pour la petite histoire, c'était une personne dans le service informatique qui retardait l'ensemble des projets, je rappelle, des projets de transformation ou d'amélioration stratégique de l'entreprise. Et c'était une seule personne dans le service informatique qui, en fin de compte, déterminait la vitesse avec laquelle la société pouvait s'améliorer, avec des problèmes réglementaires, des problèmes de déménagement de lignes de production, etc. On a pu trouver là-dedans quand même la personne. Et ça arrive assez souvent, quand on trouve ces personnes, puisqu'ils n'étaient pas conscients de la criticité de telle ou telle personne, on découvre qu'ils travaillent seulement 30% de leur temps de manière efficace sur les sujets prioritaires de la société, et ils perdent beaucoup de leur temps sur autre chose. La personne en question, par exemple, elle avait comme charge, puisqu'elle l'avait eu quand elle avait été embauchée, de gérer les badges d'accès de l'entreprise. Et donc, régulièrement, quand quelqu'un perdait son badge, il l'appelait en disant « j'ai besoin d'un nouveau badge », etc. Et cette personne était la contrainte stratégique de l'amélioration continue de l'entreprise. Je parlerai maintenant de la partie portefeuille de projet. D'accord ? Et je répète, ça peut vous paraître bizarre, mais la chaîne critique, l'approche de management de projet par la chaîne critique, elle a cette façon curieuse de travailler qui est: essayons de faire en sorte que tous nos projets individuellement sont planifiés de manière réaliste et robuste pour que individuellement ils terminent à jour, voire en avance. Okay ? Donc on n'a que des projets individuellement sains, et si on a beaucoup de projets individuellement sains, le travail de gestion d'un portefeuille de projets sains, c'est un jeu d'enfant. Et ce n'est pas du tout le cauchemar que vous avez pour les PMO qui m'écoutent là, où de toute façon, tous les projets sont malsains, en retard, impossibles dès le départ, etc. Et donc, bien sûr, c'est la cacophonie pour exécuter de nombreux projets impossibles. La chaîne critique dit: rendons déjà chaque projet robuste et sain,
Et après, on va pouvoir faire en sorte que la gestion d'un portefeuille soit très très simple, un jeu d'enfant, puisque je peux déplacer les choses d'un projet à un autre. Ça donne ça. Et là, j'espère que pour ceux qui m'écoutent et qui ont des responsabilités de portefeuille, vous allez vous réveiller entre 2 heures et 3 heures demain matin en disant « j'en veux un comme ça ». On fait la concaténation des différents projets individuels qu'on a dans son portefeuille et on fait ça, qui est une fever chart dit portefeuille, avec tous ces projets, n'est-ce pas? Tous les fever charts de tous ces projets repris et on peut les mettre sur la même carte postale, sur le même petit graphique et tout de suite comprendre ce qui se passe. On a là, c'est possible parce que tout était en pourcentage, c'était pas en jours, en mois ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? C'était en pourcentage dès le départ. Hein. Donc, un gros projet et un petit projet, un projet de 3 mois et un projet de 2 ans, on peut les mettre sur le même graphique. Okay, et après, on voit très, très bien ce qui se passe, n'est-ce pas? Et là, alors, attention, ce que vous avez sous les yeux là, c'est un portefeuille qui est sain et qui a probablement pris 2 ans pour en arriver là. C'est-à-dire au tout début, ça va être là, vous allez tout sera dans le rouge, vous allez, etc. Hein, vous savez bien que rares sont les entreprises qui ont des choses comme ça, mais les entreprises qui font de la chaîne critique, s'ils font bien leur travail, ils arrivent à ça, c'est-à-dire que 80% à peu près de leurs projets sont dans le vert, c'est-à-dire que tout seul, sans intervention managériale, ils vont terminer très vite et ils vont terminer en avance. Okay, imaginez ça. Et ce qui permet ensuite de travailler par exception sur les projets qui sont dans le rouge et de découvrir quelque chose que, pareil, ça devrait vous faire rêver, c'est au lieu de vous battre sur les projets qui sont en retard et qui doivent sortir dans les 2 mois qui viennent, hein, là-haut, dans le monde des pompiers, etc., vous regardez plutôt les nouveaux projets qui démarrent et vous voyez les projets qui sont mal nés, qui dérivent dès les premiers mois. Et ça, c'est intéressant parce que là, c'est là qu'on va découvrir que finalement, ce projet, il est à la limite de ce qu'on sait faire techniquement ou qui représente une incohérence entre les besoins du marketing et les capacités de l'entreprise ou qu'on travaille avec un partenaire stratégique qui ne tient pas la route ou etc., etc. Mais on a encore 2-3 ans devant soi. On le découvre au tout début. Donc, l'attention managériale est reportée sur le début et le lancement des projets pour éviter que les feux se déclarent et plutôt que de passer tout son temps dans le monde des pompiers là à éteindre les incendies les uns après les autres et laisser justement les priorités et les problèmes de l'année prochaine se développer dans votre dos. Et donc, vous passez d'un feu à un autre sans jamais remonter dans les causes racines. Voilà un exemple de ce pilotage de portefeuille. Alors là, on est dans un cas où ils découvraient la chaîne critique et donc ils ont commencé à gérer la charge sur les ressources. Et donc, quand on a fait les premières modélisations, ben voilà ce qu'on a trouvé. La charge sur les ressources était ridiculement élevée. Prenez par exemple les senior scientists dans le graphique en bas à droite. Là, vous voyez que le nombre de projets dans l'entreprise, bah, c'est simple. Il y a 2 fois trop de travail, 2 fois trop de projets dans le portefeuille. Ça ne passera pas. Voilà. Pour ceux, peut-être qu'il y aura des questions sur ce sujet. Hein. Pour ceux qui essayent de gérer la capacité réelle des ressources, notre expérience, c'est que ceux qui essayent, très vite, ils s'épuisent ou ils arrivent à des mondes un peu bizarres. Je cite un de nos clients qui avait ce genre de graphique. On voit dans les graphiques qu'il y a plus de 300% de charge en moyenne sur toutes les ressources. Et je comprends pas. Je leur dis, mais pourquoi pas 100%? Pourquoi 300? Ils disent, oui, bah, petit à petit, on a perdu le contrôle. Et là, on intervient seulement sur les gens ou les départements qui ont 500% de charge. C'est pour dire. Okay. Mais donc, normalement, dans la chaîne critique, vous reprenez le contrôle, vous faites de la planification à capacité finie pour éviter le mauvais multitâche. Et donc, voilà, on prend des portefeuilles, on regarde les charges sur les gens, on détermine les goulots, la contrainte de capacité, rappelez-vous que tout ceci est de la théorie des contraintes, et on fait du pipelining ou du séquencement de tâches pour faire en sorte que le nombre de projets qu'on lance dans le dispositif est cohérent avec les capacités des gens pour éviter de les forcer dans un monde de mauvais multitâches dans lequel leur efficacité va s'effondrer et dans lequel tout le monde va devenir fou après. Donc, une des petites astuces de la théorie des contraintes et donc de la chaîne critique, c'est cette drôle d'idée que si vous voulez aller vite et terminer à l'heure, souvent, il vaut mieux commencer plus tard. Je répète, pour aller vite et terminer ses projets à l'heure, il vaut mieux commencer plus tard, pas plus tôt. Et qu'il faut que le système soit prêt à digérer et exécuter dans les bonnes conditions le nouveau projet. Sinon, vous partez en vrille et tout s'effondre et vous avez un monde dans lequel les réunions de pilotage du portefeuille deviennent très longues, hein, on n'est plus dans des heures, ça prend des jours, ça prend machin, et on est en train et tout est en retard, et tout le monde s'énerve, etc.
Voilà, peut-être que certains qui m'écoutent sont dans ce monde. Un autre petit cas quand on parle de contraintes qui est une petite mise en garde. Une très belle entreprise de développement de produits pour l'industrie pharmaceutique animale, hein, avec la double contrainte, faut la sécurité pour l'animal et si l'animal est mangé, la personne qui mange l'animal. Donc les côtés réglementaires et de vérification, validation sont encore plus complexes que d'habitude. Dans la mise en œuvre de la chaîne critique, discussion sur le goulot, on visite, attention, on rentre dans une pièce où il y a une vingtaine de personnes. Ce sont les chercheurs qui développent les nouveaux produits. Une entreprise qui est en croissance à plus de 20% par an, qui sort que des blockbusters, donc effectivement très impressionnant. Et ils disent aussi les ressources goulot, ne les dérangez pas, ils développent les blockbusters. On regarde les files d'attente dans le système, et finalement on se rend compte que c'était pas là, c'était dans le département industrialisation qu'il y avait une contrainte de capacité parce que la croissance avait fait que ils avaient des partenariats dans différents pays de Brésil, de Chine, etc. pour faire de la production depuis quelques années, et l'industrialisation n'arrivait plus à suivre, donc ils avaient plein de brevets, etc. qui attendaient d'être industrialisés, donc produits, donc vendus, et c'était là-bas que ça se passait. Donc là, le piège, attention, c'est que les gens ont confondu là où la contrainte devrait être, effectivement, ces gens rares et qui a forte valeur ajoutée, et là où elle était réellement, là où elle ne devrait pas être, qui était dans l'industrialisation des produits. Voilà, petite mise en garde de notre expérience sur ce sujet. Pour conclure, tout ceci est allé très vite, j'imagine, surtout si vous ne connaissez pas ou peu la chaîne critique. Donc, vous verrez qu'il y a énormément de ressources disponibles pour vous, pour mieux comprendre ce que j'ai synthétisé sur la chaîne critique. Nous avons un site dédié à la chaîne critique, un site internet dédié à la chaîne critique. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Il est bilingue. Hein, donc là, ce webinaire et donc l'écran que vous voyez, c'est la chaîne critique, mais il y a Critical Chain Projects qui est sa traduction anglaise. Donc il y a plein de choses là-dedans, hein, de ressources diverses et variées. Et puis les autres sources d'information, pardon, excusez-moi, j'en ai parlé, c'est notre chaîne YouTube qui vient de fêter son demi-million de vues et qui contient plus de 400 vidéos, dont une centaine de vidéos dédiées à la chaîne critique et de nombreux témoignages clients aussi, parce que je vous comprends bien si vous commencez à douter de ce que je suis en train de vous dire, en disant c'est pas possible, tout ça doit être des exagérations de consultants, etc. Là, on a beaucoup de témoignages clients qui vous expliquent comment eux ils ont vécu tout ça, que ce soit dans le secteur de biomédical, pharma ou autre. Don't take my word for it. Écoutez les clients. Puis il y a plein d'autres vidéos méthodologiques, de conférences, etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de contenu gratuit sur YouTube. Autre chose, des livres, s'il vous plaît, je vous encourage à lire. Notre métier, quelque part, c'est de vous expliquer ce qu'il y a dans les bons livres à peu près 1 000 € la page. Donc, acheter le livre, c'est moins cher. Voilà 2. Il y en a un qui est à gauche, là, Be Fast or Be Gone. Ni l'un ni l'autre de ceux qu'on a sous les yeux, là, sont en français, mais normalement, dans le monde biomédical, quand même, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Celui à gauche, là, Be Fast or Be Gone, est amusant puisqu'il est basé, c'est un roman, qui est basé sur le monde de pharmaceutique. Le héros, son fils a une maladie qui peut seulement être traitée par un produit pharmaceutique qui est en cours de développement. Donc, il accélère le développement du produit en utilisant la chaîne critique et il sauve son fils, patati, patala, voilà. Mais c'est bien fait en connaissance de cause. Andreas Scherer est quelqu'un qui a beaucoup fait ce genre de choses dans le développement pharma. Donc, il y a une histoire, mais c'est toute la partie méthodologique est parfaite. Et c'est un très bon livre que je vous recommande pour vous montrer à quel point spécifiquement dans le monde pharmaceutique ça s'applique. Voilà. Celui à droite, c'est tout autre chose. Il vient de sortir. Je crois que c'est sa 3e semaine sur le marché, un truc comme ça. Il a été écrit par la fille de Eliyahu Goldratt, Efrat Goldratt-Ashlag, et c'est encore un roman qui parle de la chaîne critique, mais il est tout récent. Et donc, qui vous donne les toutes dernières manières de parler de la chaîne critique. Et je vous le recommande parce que c'est une lecture très facile qui vous donne, je pense, beaucoup d'idées, aussi bien pour un projet individuel que pour des portefeuilles de projets. C'est tout à fait intéressant. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir.